-19 des élections communales, les autorités du pays sensibilisent les populations sur la paix et l'unité nationale. Nous suivrons le général Bourema Condé dans les sous-préfectures de Kissidougou. Et puis la RTG est en deuil. Le caméraman Salih Ousso a tiré sa révérence des suites d'une longue maladie. Il a regagné sa dernière demeure ce mardi après la prière de 14 heures. Encore bienvenue à tous. Le président comorien a quitté Conakry cet après-midi. Azali Assoumani a été raccompagné par le président de la République, professeur Alpha Condé. Cette première visite d'amitié a permis aux deux hommes d'État de passer en revue plusieurs questions liées au raffermissement des relations entre Conakry et Comores. À son départ, Azali s'est félicité de la qualité des relations entre les deux pays. Mahmoud Bari revient sur le cérémonial de départ. Après 48 heures passées dans la capitale guinéenne, le président de l'archipel des Comores a quitté Conakry. Azali Assoumani a été raccompagné par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Cette visite d'amitié a permis aux deux présidents de passer en revue les préparatifs des prochaines consultations intercomoriennes. D'autres questions liées à la coopération et à l'intégration sous-régionale étaient également au centre de la rencontre. Azali Assoumani a loué les efforts du président de la République, président de l'Union africaine, pour le rôle qu'il ne cesse de jouer pour l'intégration africaine, la promotion de la paix, mais surtout le développement du continent africain. Cette première visite aura été l'occasion pour le président de l'Union des Comores de remercier le chef de l'État, professeur Alpha Condé, pour son appui pour la tenue prochaine des consultations intercomoriennes et la consolidation de l'unité comorienne. À l'analyse, le président de l'archipel des Comores a hautement apprécié son séjour en Guinée et la détermination du chef de l'État, professeur Alpha Condé, à participer au développement socio-économique du continent africain. La gestion intégrée des ressources en eau, un véritable challenge dans un pays qualifié de château d'eau d'Afrique de l'Ouest. Une nouvelle dynamique portée par le partenariat national de l'eau de Guinée. À l'heure où on parle d'économie bleue, les promoteurs de la gestion intégrée des ressources en eau sont en tournée dans certains départements et services. C'est pour encourager une utilisation rationnelle de cette denrée vitale. Des précisions avec Mahmoud Alpha Baldi. Avec 14 bassins transfrontaliers et environ 1500 cours d'eau, la Guinée compte faire partie des pays les plus engagés dans la gestion intégrée des ressources en eau. Le potentiel hydraulique du pays est immense, mais reste jusque-là peu valorisé. Pire, il est mal utilisé, avec des conséquences environnementales souvent désastreuses. Et sachant bien que cette denrée-là, comment elle est gaspillée dans nos États, et comment les gens s'attaquent à nos eaux. Faites un peu le tour de notre capitale sur les corniches, vous allez voir comment les gens massacrent l'eau. C'est inadmissible. Et surtout le cas guinéen, c'est extraordinaire. Quand on sait qu'on ne vit que de cette eau et qu'on ne trouve nulle part où jeter les ordures que là-bas, c'est inadmissible. Cette nouvelle dynamique est portée par le nouveau bureau du partenariat national de l'eau de Guinée avec l'appui du partenariat mondial de l'eau. La gestion et l'utilisation rationnelle des eaux continentales et maritimes se posent. Le passage au département des transports se veut instructif et riche en propositions de solutions. Nous allons tout faire pour monter des projets efficaces, des projets bancables, pour enfin remédier ce problème de gestion intégrée des ressources en eau en Guinée. Nous avons présenté les acquis de ce partenariat national de l'eau de Guinée créé en 2006 et le nouveau plan d'action 2018-2019. Le partenariat national de l'eau de Guinée, sous la coupe de Global Water Partnership West Africa, entend se rendre dans d'autres services et départements pour favoriser une gestion inclusive des ressources en eau.
Déguerpissement des emprises publiques, on en parle encore dans la préfecture de Koya. Après une première opération de déguerpissement, les artères publiques ont été de nouveau occupées par les illégaux. On dit souvent que les habitudes ont la vie dure, mais le ministère de l'Aménagement du territoire ne compte pas baisser les bras. Ainsi, une deuxième opération est enclenchée pour libérer totalement les lieux occupés. Compte rendu d'Aouda Tabansila. La beauté d'une ville et ses périphéries passe forcément par l'image qui présente ses bordures de route, dit-on. Cette assertion non des moindres, dictée par un architecte avéré, est devenue un sacerdoce du gouvernement guinéen. Depuis 2010, les autorités s'attellent à faire de la Guinée un pays modèle et fréquentable. À 50 km de Conakry, la direction préfectorale de l'habitat de Koya ne replie pas face à ce devoir. Depuis 2 semaines, ses agents sont sur le terrain pour déguerpir à nouveau des occupants illégaux. Nous avons un plan d'aménagement qui prévoit toutes ces emprises de Conakry jusqu'à Koya. Il y a un schéma d'aménagement qui est là, établi depuis le temps colonial. La population de Koya doit respecter nécessairement la loi et les emprises de la route. Nous voulons avoir la propreté de la ville. Pour avoir la propreté de la ville, il faudrait que les citoyens guinéens respectent la loi. De part et d'autre, le long de cette autoroute était encore repris par des constructions anarchiques. Ces cabarets, hangars et taudis foisonnent encore le regard. Cette opération, d'abord, l'esprit c'est quoi? Le Grand Conakry qui est décrété par notre président, le professeur Alpha Condé, ne se limite pas à Kaloum ni à Kassa, mais ça s'étend jusqu'à Koya, Doubreka. Cette opération, c'est d'assainir Koya. L'autoroute que Koya a bénéficié est à protéger parce que l'État y a débouché des milliards pour indemniser ses occupants. Aujourd'hui, les gens là sont indemnisés, mais ils continuent à revenir encore dans l'emprise. Dans l'emprise de la route. Ceux-là doivent quitter parce qu'on les appelle des occupants illégaux. Après des périodes de marquage précédées d'un délai, les techniciens de l'habitat continuent encore à dialoguer avec les occupants qui se défendent. On est là seulement pour cesser notre nourriture. Nous, on veut que la Guinée n'a qu'à devenir belle. La route n'a qu'à devenir belle. Comme on n'a pas de la place ici, là, nous les femmes, on est là pour ça. L'État n'a qu'à nous aider pour avoir la place. Parce que vous avez venu ici, là. On a quitté avant-hier, hier aussi on a quitté ici, aujourd'hui aussi on est venu ici. Donc on est venu parce qu'on n'a pas la place. Pour la mémoire, la construction de cette infrastructure routière, kilomètre 36 Koya, a coûté à l'État plus de 50 milliards de francs guinéens en termes de dédommagement des habitants de la localité. Dans le pays profond à Kissidougou, les populations des sous-préfectures de Yendé-Milimo et de Sangardo ont reçu une délégation gouvernementale conduite par le ministre de la Décentralisation. Des messages de paix et d'unité nationale ont été véhiculés pour le bon déroulement des échéances électorales du 4 février prochain. Reportage signé Mohamed Lamine Kamara, Abdelrazak Souma. Au-delà des acquis que la commune urbaine a bénéficié, l'initiative présidentielle s'est aussi élargie aux 12 sous-préfectures de Kissidougou. Ces communes rurales sont dotées d'infrastructures socio-économiques de base, des matériels agricoles et des lampadaires solaires. La réhabilitation de la route nationale Kissidougou-Guékédou suscite une réelle satisfaction chez les populations. La sous-préfecture de Yendé-Milimo constitue la deuxième étape de cette mission gouvernementale. Pour ces populations, l'heure est au repositionnement face aux échéances électorales qui doivent se tenir dans la sérénité. La route de Kissidougou ici, moi, quand je quittais pour aller à Kissidougou, il me fallait 3 heures de temps, 4 heures de temps. Aujourd'hui, 15 minutes, environ 20, je suis à Kissidougou. Yendé est prêt à adhérer, n'est-ce pas, au programme de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé. De Yendé-Milimo, la délégation a rallié la sous-préfecture de Sangardo,
Ici, tout comme les étapes précédentes, le parrain de la préfecture a orienté son message dans le sens de la préservation d'une paix durable dans la localité. Nous sommes venus les sensibiliser par rapport aux futures échéances électorales. Leur dire que les élections, c'est une opération peut-être de 2 minutes pour le citoyen qui vote. Cela doit se faire, peut se faire et doit se faire sans violence aucune, dans la paix, dans la concorde et surtout dans l'esprit de tolérance. C'est ce message que je suis venu passer, un message qui, en ce que je sache, a retenu l'attention. Après cette dernière étape, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation a mis l'occasion à profit pour conférer avec les administrateurs territoriaux des régions de Farana et de Zérekouré. Objectif, inviter les uns et les autres à s'inscrire dans la logique de la déontologie du métier. À Kankan voisin, en marge des festivités de l'an 59, la jeunesse de la localité a réaffirmé son soutien au président de la République. Plusieurs infrastructures de la ville de Kankan ont été dédiées aux jeunes et aux femmes afin de veiller sur la préservation de ces édifices. Reportage Ali Akamara, Foudinyaga Keita. Le grand carrefour de Kéfina, à quelques pas de la place de l'Indépendance. C'est là que des jeunes se sont donné rendez-vous pour réaffirmer leur soutien au projet de développement du président Alpha Condé. Après la réception au Grand Stade, ils se sont retrouvés ici pour relayer le message du chef de l'État. Jeunes et femmes de la structure Kankan Unis pour le Progrès s'engagent à préserver la cohésion sociale dans cette ville hospitalière. Pour accompagner le président par son initiative, nous sommes déjà unis pour soutenir l'idée dont il est en train d'avancer. On a mis toutes les graines de Kankan, plus de 420 qui fait plus de 21 000 jeunes, Kankan Unis pour le Progrès et pour accompagner monsieur le professeur Alpha Condé. C'est ça notre but, pour montrer à les jeunes ce qui déjà est fait pour protéger ça. Et plus de casse à Kankan. Le comité d'organisation du 59e anniversaire de l'indépendance nationale se réjouit de cet engagement de la jeunesse. Une belle initiative pour préserver les acquis et cultiver l'esprit de tolérance. Quand on parle de redistribution du revenu national, ce n'est pas pour dire qu'il faille diviser le PIB, n'est-ce pas, par tête d'habitants, mais comment est-ce qu'on peut concrétiser, n'est-ce pas, le revenu national à travers la construction, n'est-ce pas, d'infrastructures dignes de ce nom, n'est-ce pas, pour le décollage socio-économique de notre nation. Donc, de ce point de vue, il faut que chaque cadre guinéen comprenne que le pays, n'est-ce pas, lui appartient et qu'il s'inscrive dans ce sens, n'est-ce pas, pour protéger les biens de l'État. Le bloc Kankan Uni pour le Progrès entend rencontrer prochainement des jeunes de Sigiri, Mandiana, Kérouané et Kouroussa. L'objectif est d'échanger avec eux sur la stabilité sociale dans la région. Retour dans la ville de Kissi-Kaba Keita où s'est tenue également une manifestation de soutien aux actions du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Un meeting marqué par un carnaval, un match de football et une soirée culturelle. Compte rendu Ibrahima Keita. Cette cérémonie de reconnaissance au professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, a commencé par ce carnaval géant. Un carnaval qui a regroupé toutes les couches socio-professionnelles de la préfecture de Kissi-Dougou et qui atteste l'engagement des populations de Kissi-Faramaya à soutenir la politique du chef de l'État. Aux environs de 15h30, toute la ville de Kissi-Kaba Keita converge vers le stade préfectoral pour vivre dans la joie un match de gala opposant les sections 1 et 2 du RPG Arc-en-Ciel. Véritable ambiance de fête de reconnaissance à un homme qui, en très peu de temps, a changé le visage de la Guinée et la jeunesse de Kissi-Dougou en est fière. La jeunesse RPG Arc-en-Ciel de Kissi-Dougou s'engage à soutenir sans cesser dans la paix les ambitions et les idéaux politiques du professeur Alpha Condé et de son gouvernement, à travers un plan d'action opérationnel suite au constat obtenu dans les communautés à la base. Dans cette lancée, l'honorable Anne-Marie Massaré a été gratifiée d'un certificat de reconnaissance pour son implication dans le programme de développement du président de la République, professeur Alpha Condé. Et pour le gouverneur de la région administrative des Zérekouré, professeur Alpha Condé est une chance que la Guinée doit saisir. Nous demandons à toute la jeunesse d'être ensemble, toutes les femmes d'être ensemble, tous les sages d'être ensemble. Ce qui est important, c'est la Guinée, ce qui est important, c'est le professeur Alpha Condé, ce qui est important,
ce gouvernorat et de toute la République. Cette journée de reconnaissance aux actions du président de la République, professeur Alpha Condé, a été sanctionnée par une soirée artistique et culturelle. À la maison de la culture de la préfecture, ils étaient des milliers de personnes à vivre les prestations des artistes de la place. Une soirée qui a mis en évidence la richesse de la culture de Kissidougou. Et de deux, dans la mise en œuvre du projet Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes. Le ministère de la Jeunesse a lancé ce mardi la composante 2 de ce projet dénommé Éducation à l'emploi à travers un tirage aléatoire des jeunes diplômés sans emploi. Ce tirage va permettre d'offrir une voie professionnelle aux jeunes à partir des opportunités de formation, de stage et d'auto-emploi. Il est piloté par l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi. Explication Fatimatou Diallo. Offrir des opportunités d'emploi aux jeunes diplômés, telle est la vocation du BOSEJ. C'est pour gagner ce pari que le projet est lancé il y a plus de 2 ans. Cette deuxième phase est consacrée au tirage aléatoire des chercheurs d'emploi. La rencontre, organisée par l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi, se passe sous la supervision d'un jury présidé par la société civile. Et aujourd'hui, vous avez un comité ou une commission qui est en train d'assurer l'évaluation devant témoins et donc devant un huissier pour faire en sorte que ceux qui seront tirés au vu de la loi soient ceux qui auront la chance. Et pourquoi ceci? Vous avez pour cette première étape 9 entreprises exactement qui nous ont donné des offres et donc il y a une enquête auprès des entreprises. Nous avons toute une masse d'entreprises aujourd'hui qui sont prêts à nous accompagner. Après l'évaluation de 2600 jeunes demandeurs d'emploi, 1008 sont retenus pour ce tirage. À l'issue de l'opération, 140 jeunes vont bénéficier de stages avec option d'embauche dans différentes entreprises. La spécificité, c'est que tout cela se fait sous forme de partenariat public-privé. C'est-à-dire, c'est l'innovation aussi au niveau du projet. Donc, dans le cadre de la composante 2, c'est l'objet de notre réunion aujourd'hui. Financé par la Banque mondiale à hauteur de 20 millions de dollars, ce projet va durer 6 ans. Il permettra d'offrir de l'emploi à 20 000 jeunes. Ce financement-là, comme je l'ai dit tantôt, répond à une requête du gouvernement guinéen pour renforcer l'employabilité des jeunes et faciliter leur insertion dans le monde du travail. Donc en ce sens-là, la banque accompagne le gouvernement pour la réalisation de cet objectif-là. Voilà un projet très consistant et dans cette composante qui va vraiment donner beaucoup de chance à nos jeunes avec un budget d'environ 4 millions de dollars. Nous espérons que beaucoup de jeunes pourront être insérés en entreprise à travers cette composante. Le projet Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes est une initiative du gouvernement guinéen. Il vise à réduire le taux de chômage de la couche juvénile à travers des programmes de développement en compétences ciblées. À présent, ce don du Haut Commissariat des droits de l'homme pour les hommes en uniforme, il s'agit des modules d'apprentissage devant intégrer les structures de formation des corps paramilitaires et militaires. La remise de ces documents s'est déroulée en présence des autorités des 2 départements bénéficiaires. Sergent Lamine Sanakamara est correspondant de la presse militaire. Intégrer les notions de droits de l'homme dans le curricula de formation des militaires et des policiers, c'est l'objectif que se fixe le Haut Commissariat des droits de l'homme, histoire de les rendre plus professionnels dans l'accomplissement de leur mission, notamment dans les conflits armés et dans le rétablissement de l'ordre public. La remise de ces 4 modules de formation ainsi que les outils pédagogiques y afférents aux autorités militaires et de la sécurité se situent dans ce cadre. Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, suite aux 2 cycles de l'examen périodique universel dont la Guinée a fait l'objet en 2010 et en 2015, avait également recommandé au gouvernement guinéen de veiller à ce que les agents de l'application des lois reçoivent une formation sur les normes et standards des droits de l'homme. Parmi les éléments clés de la réforme du secteur de sécurité figure en bonne place la formation de la troupe. Dans l'atteinte de ces objectifs, les autorités militaires et de la sécurité bénéficient de l'appui des partenaires bi- et multilatéraux. Vous avez placé au centre de la formation les droits de l'homme. Toute chose sur laquelle Monsieur le Président de la République, commandant-chef des forces armées, professeur Alpha Condé, nous appelle, nous invite à la tolérance zéro.
dans le strict respect des grands principes qui régissent les droits de l'homme. L'initiative du processus d'élaboration et d'intégration du module de formation en droits de l'homme dans les curricula d'instruction des forces de défense et de sécurité vient répondre à un besoin consacré dans les dispositions de notre Constitution actuelle, notamment l'article 23, alinéa 2, qui dispose que l'État doit intégrer les droits de la personne humaine dans les programmes d'alphabétisation et d'enseignement aux différents cycles scolaires et universitaires, dans tous les programmes de formation des forces armées, des forces de sécurité publique et assimilées. Pour mieux intégrer ces modules de formation dans les écoles, une quarantaine de formateurs militaires et policiers vont bénéficier d'une formation sur les droits de l'homme. Ils auront pour mission de répercuter ces enseignements dans les écoles de police, de gendarmerie, les centres d'instruction et écoles militaires du pays. Et puis un incendie s'est récemment déclaré au dépôt central du bois de la ville de Kindia. Tout est parti en feu. Informé du drame en partance pour Cancan, une mission de la Fédération nationale de la filière bois a fait escale dans la localité pour apporter son soutien aux sinistrés. Mohamed Seyar Souma nous fait le point. La délégation de la Fédération nationale de la filière bois dans la cité des Agrumes, à l'origine, l'incendie survenu le 10 janvier dernier au dépôt central de bois. On déplore par la suite d'importants dégâts matériels. Avec un montant de 2 millions de francs guinéens, c'est déjà le début d'une assistance en faveur des victimes. Si vous regardez un peu la surface brûlée, vous allez évaluer que c'est à partir de 80% de la surface de filière bois. Mais tout confondu, nous avons des scieurs, des dégossisseuses, des raboteuses qui sont un peu englouties dans le cire qui fait que du jour au jour, on ne peut pas cadrer la valeur de ce qui a été brûlé. C'est un geste de la Fédération nationale de la filière bois, l'occasion pour la structure de faire l'état des lieux à travers une visite guidée. Au finish, la délégation tire les premières leçons. Plus jamais que cela n'arrive plus dans notre secteur. Alors que devons-nous faire, nous les acteurs? Il faudrait qu'on analyse, puisque ce n'est pas la première fois, ni la deuxième fois. Il faut qu'on essaye de chercher à savoir qu'est-ce que nous devons faire pour nous épargner de tels cas, de telles situations. Pour le moment, les causes de l'incendie restent non élucidées. La présence des secouristes et le voisinage ont permis de circonscrire les flammes, déclarées en pleine nuit. On en vient maintenant à cette conférence débat à l'université Mahatma Gandhi. Son thème, jeunesse et la moralisation de la société. Le conférencier invite les jeunes à cultiver la morale et l'éthique afin de promouvoir le développement socio-économique de la Guinée. Sam Maratolno signe ce reportage. La prise en compte des valeurs sociétales pour le développement de la Guinée. Une conviction partagée par Abdoulaye Demba Keïta à la faveur d'une conférence débat alors que le pays est fort d'un métissage culturel. Le conférencier s'inspire du monde asiatique, notamment la Malaisie, où il a fait ses études académiques. C'est d'ailleurs son approche pour le bien de la Guinée en cultivant la morale et l'éthique. Donc il est important que nous prenions en compte les valeurs sociétales en vue d'évoluer. Et la religion fait partie intégrante de ces valeurs. En Guinée, nous avons l'islam et le christianisme qui sont des réceptacles de morale et d'éthique que la population, à commencer par la jeunesse, se doit d'incarner pour le bonheur du pays. En vue que le développement soit effectif, que le changement tant attendu, n'est-ce pas, se réalise. Encadreurs, étudiants et cadres étaient tous mobilisés pour apporter leur point de vue. Ils s'accordent sur la lutte contre l'incivisme et la violence. D'où le thème jeunesse et moralisation de la société. Je ne recommande pas la violence, même contre la violence. Alors ici, nous observons ça, nous cherchons à inculquer ça aux enfants, nous cherchons à leur faire comprendre qu'il faut aussi les valeurs sociétales pour réussir le pari du développement. Les débatteurs ont touché des questions d'actualité comme l'immigration clandestine. Le Guinéen Abdoulaye Demba Keïta met son séjour à profit pour la promotion des valeurs sociétales.
Santé et culture se joignent à présent. Elle fait de son cheval de bataille la lutte contre la drépanocytose. La Miss RTG Zénab Simakan vient d'entamer son projet par une campagne de sensibilisation sur l'importance de la prévention de cette maladie. Sa première cible, les étudiants et les encadreurs de l'université Mahatma Gandhi. Reportage Hadiatou Bari, Sekou Sissoko. Zénab Simakan, Miss RTG 2018, porte le projet de lutte contre la drépanocytose. À peine élue, elle matérialise son combat à travers la sensibilisation des étudiants de son université, Mahatma Gandhi. En compagnie des spécialistes, les messages portent sur la nécessité de connaître la drépanocytose, les moyens de dépistage, de traitement et de prévention. L'idée vise à favoriser une baisse considérable du taux de cette maladie héréditaire dans notre pays. Pour qu'il y ait un enfant malade de type SS, il faut qu'il y ait 2 parents porteurs sains ASAS. Malheureusement, les porteurs sains, les parents ne savent pas qu'ils sont porteurs parce qu'ils ne font pas le diagnostic avant le mariage. C'est le mal de cette maladie. C'est une maladie qu'on peut éviter à 100%, mais c'est une maladie qui est difficile à guérir. Les milieux universitaires sont ciblés pour mener le combat contre cette maladie génétique. Miss Simakan compte obtenir l'adhésion des étudiants et encadreurs de l'université dans cette lutte. Chers amis, le résultat de mon projet dépendra de votre engagement à mes côtés. Très prochainement, je lancerai une opération de don de sang gratuit au profit des malades drépanocytaires de l'hôpital SOS Drépa. Je serai encore honorée de voir si nombreux des rangs de donneurs afin de sauver des vies. À l'image de Mahatma Gandhi, Miss Zénab Simakan envisage élargir cette campagne de sensibilisation axée sur le don volontaire de sang en faveur des drépanocytaires dans les autres établissements universitaires du pays. Avec sa couronne de Miss RTG, Simakan vient en appui au ministère de la Santé pour favoriser davantage une meilleure prise en charge des drépanocytaires afin de réduire les complications liées à la pathologie. En bref, sport, poursuite du championnat d'Afrique des Nations au Maroc. Au compte de la 12e journée de la poule A, le Maroc a battu la Guinée sous le score de 3-1. Avec 2 matchs et 2 défaites, c'est là que s'arrête l'aventure pour le Sli local. Toutefois, il doit affronter la Mauritanie pour sa 3e sortie. Je vous le disais dans les titres, la RTG est en deuil. Notre collègue Salih Ousso, caméraman, a passé l'arme à gauche samedi dernier des suites d'une longue maladie. Ce matin, parents, amis et collaborateurs lui ont rendu un dernier hommage au cours d'un symposium organisé par la RTG. Ce soldat de l'image a regagné sa dernière demeure cet après-midi même, après la prière de 14 h. La cérémonie funèbre avec Fatoumata Batouli Diallo, Makemedouzo. Malade depuis 10 ans, après sa dernière mission au Ghana, à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations de football, Salih Ousso, âgé seulement de 50 ans, a rendu l'âme ce samedi à Conakry. Caméraman à la radio-télévision guinéenne, Salih vient de bénéficier d'un dernier hommage rendu par ses collègues travailleurs de la RTG. On a fait plus d'une vingtaine d'années ensemble. Je l'ai reçu en 86, je l'ai formé, il a commencé le reportage, il sortait sans moi, mais on était toujours ensemble. C'était un monsieur vraiment très engagé, très décidé, que j'avais vu venir à la section caméra. C'est un camarade de promotion. So a été un bon caméraman. On nous a formés au même moment. On est rentré à la RTG au même moment. Et tout ce que j'ai à dire aujourd'hui, c'est de remercier son épouse. Imaginez-vous une jeune épouse qui reste au chevet de ce monsieur-là pendant 11 ans. N'importe quelle femme ne peut pas le faire. Moi, je dois tout pour sa femme. Sur les visages se lisent la désolation et la tristesse. À l'occasion, parents, amis et collaborateurs se sont donné rendez-vous pour un dernier salut aux défunts. Quand on m'a annoncé le décès de ce samedi, j'étais en pleine rédaction parce qu'on a présenté le journal en direct au Cancan. J'ai été sonné dans l'âme, j'ai été frappé, j'ai été affligé par la mort de notre camarade parce qu'il a souffert de cette maladie. Ce que je peux dire, c'est
demander au travers de la RTG la solidarité, encore plus la solidarité, rien que la solidarité. Je prie Dieu de l'accueillir dans son paradis et d'illuminer sa tombe. C'est un témoignage de remerciement en direction de la RTG qui a pris notre frère comme son fils, qui s'est occupé de notre frère depuis qu'il était sain, pendant qu'il était malade, et depuis son décès, toute la RTG s'est mobilisée autour du corps, et aujourd'hui nous voilà le dernier jour de son existence. Salihou Sow laisse derrière lui une veuve et 3 enfants. Il a été inhumé ce mercredi au cimetière de Simbaya 1 en présence des parents, amis et collaborateurs. Paix à l'âme du défunt. Amen. Paix à ton âme, Salihou Sow. Mesdames et messieurs, c'est sur cette triste note que nous fermons ce journal. Grand merci pour votre fidélité à la RTG Coloma. Bonsoir, à demain. Offrir des opportunités d'emploi aux jeunes diplômés, telle est la vocation du BOSEJ. C'est pour gagner ce pari que le projet est lancé il y a plus de 2 ans. Cette deuxième phase est consacrée au tirage aléatoire des chercheurs d'emploi. La rencontre, organisée par l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi, se passe sous la supervision d'un jury présidé par la société civile. Et aujourd'hui, vous avez un